salut à ceux qui nous ont suivis en première partie d'émission et bonjour à toutes ceux et celles qui nous rejoignent sur la belle terrasse de l'Hôtel Montville à Montréal. On a évoqué en première partie les enjeux qui se posent à nos villes du Québec pour mieux utiliser leurs données. Maintenant, on a des réponses, alors on y va, on passe en mode solution. En mode solution, un événement des fonds de recherche du Québec, Bradley Rollins et ses Sciences de Lab. Vous pouvez vous applaudir s'il vous plaît. Merci d'être avec nous. Toujours en très bonne compagnie, j'ai le grand plaisir d'animer ce rendez-vous, deuxième partie donc de ce En mode solution avec la rédactrice en chef de ces sciences, Chloé-Anne Thomas. Salut Chloé-Anne, toujours en forme? Ben oui, ça va même mieux je pense. Ça va même mieux, elle est mieux, elle est mieux, Le ça se voit, je vous confirme, elle est mieux. Également avec nous, Pauline Merle, pour nous dire des coulisses de ces discussions enflammées qui ont fait émerger les solutions que nous allons vous présenter dans quelques instants. Salut Pauline. Salut Philippe. Pour commencer, Pauline, justement, on peut pas ne pas faire un rapide rappel des 4 enjeux que nous avons posés en première partie d'émission. Dis-nous tout, rappelle-nous tout. Alors, inégalité des ressources pour mieux gérer les données, manque d'expertise pour exploiter les données, sensibilisation des utilisateurs et accès aux données. Voilà les 4 enjeux prioritaires sur lesquels on a pu échanger ce matin. Donc des enjeux complexes mais très intéressants pour le futur de nos villes qui ont mené, comme on va le voir, à des solutions plutôt prometteuses. Exactement, on va le voir qu'elles sont prometteuses et on l'espère parce qu'il y a beaucoup d'attentes, on l'a vu ce matin. Pour nous accompagner sur cette deuxième partie d'émission, toujours un beau plateau, on retrouve notre plateau d'observateurs et de rapporteurs, François-William Croteau. Merci d'être avec nous François-William encore. Un plaisir. Il n'a pas quitté, il est toujours, il est bien, on est bien là, on est bien là. On est bien. Très belle journée. À vos côtés, Elsa Bruyère. Elsa aussi, on est bien aussi? Parfaitement bien. Ah ouais, merci, là le sourire, oui. ça se voit aussi, on peut pas tricher avec un sourire pareil. Et Bertrand Milot qui est à côté de moi. Bertrand? Parfait, tout va bien. Parfait, hein, tout va bien, on est bien. Alors, mesdames, messieurs, on était en mode enjeu il y a quelques heures. Est-ce que vous nous confirmez qu'on est passé en mode solution, Elsa? Mais oui, impeccablement, avec un groupe fantastique. Avec un groupe fantastique, Bertrand, idem? Pareil, Idem. fantastique et excellente solution. Excellente solution. C'est ce qu'on va justement rentrer dans le détail de ces solutions. On rappelle que pour répondre aux 4 enjeux qui ont été posés dans la première partie d'émission, Pauline, plusieurs dizaines d'experts ont planché ces dernières heures pour faire émerger donc ces 4 solutions qu'on va présenter et qu'on doit mettre en œuvre. Est-ce que ça a été compliqué? On a envie un petit peu de savoir quelle a été la tendance, un petit peu l'atmosphère. Comment ça se passait dans ces ateliers? Compliqué oui et non. Compliqué oui dans le sens où nos experts ont travaillé à adresser des enjeux plutôt complexes qui forcent les municipalités à composer avec des contraintes spécifiques, mais je tiens à témoigner de l'engagement et l'implication de nos invités pour faire émerger des solutions plutôt très concrètes. On rappelle le premier axe de discussion, comment mieux gérer la donnée pour rendre les villes plus intelligente, plus proactive. Elsa Bruyère, à ce titre-là, on a une première solution à présenter pour répondre au premier enjeu qui avait été dressé, celui de l'inégalité des ressources entre les villes pour gérer leurs données. Alors, quelle solution peut-on proposer ? Par rapport à l'inégalité des ressources, le groupe a finalement choisi, je passe on a tous les détails, il y en a eu beaucoup, j'imagine. Il y a eu énormément de divergences, convergences. Vraiment, je tiens à souligner qu'il y a eu un effort considérable, une expertise vraiment importante, des regards très croisés pour aboutir finalement à la question de la simplification. C'est-à-dire que si on veut avoir des villes résilientes, si on veut travailler nos données, eh bien on doit avoir des municipalités qui finalement, par rapport à cette inégalité de ressources, ont des solutions plus simples, plus abordables pour les employés, mais aussi pour les citoyens. Donc c'est vers ça qu'on est allé. Et cette simplification, elle donne lieu à un prototype, avoir une journée pour vivre. Comment ça se passe une journée de piscine dans les municipalités du Québec? Cadon. Mais oui. Bah oui, c'est de circonstance en plus. C'est de circonstance, exactement. Comment ça se passe? Comment les employés peuvent comprendre que pour aller à la piscine, pour un citoyen, il faut avoir rempli son compte, avoir donné son adresse, avoir des sauveteurs, avoir de l'eau, avoir de l'entretien de la ville, avoir une localisation de la piscine? Comment est-ce qu'on fait pour que ces données soient plus simples, pour qu'elles soient plus cartographiées, pour qu'elles soient plus répertoriées et éviter la double, triple, quadruple saisie, les erreurs de saisie, les maîtres nageurs qui ne sont pas au bon endroit, les horaires qui du coup ne sont plus
produits les bons. Voilà. Donc c'est vers ça qu'on est allé. C'est du très concret. Merci Elsa. Donc si je résume, simplifier la compréhension et les processus de gestion des données en impliquant donc les équipes municipales avec des journées thématiques. On parle de cette journée donc à la piscine, hein, des journées pilotes finalement, des thématiques pilotes et une consultation citoyenne à la clé. François-William Croteau, est-ce que c'est le genre de solution qui vous séduit, qui vous paraît répondre à cet enjeu de l'inégalité de l'accès aux ressources? Oui, en partie. En fait, tout d'abord, c'est un des éléments les plus importants, c'est de définir le besoin avant de définir la solution. Souvent, on a tendance à aller immédiatement vers une solution technologique avant de se poser la question de nos réels besoins fondamentaux. Et toutes les villes ont des besoins différents parce que chaque ville au Québec est sur un territoire qui lui apporte des complexités différentes. Donc, que l'on vive à côté de minières ou en ce moment avec les incendies sur la Côte-Nord ou que vous vivez avec des crues, des rivières importantes chaque année, vos réalités sont différentes en matière de gestion de données et même en matière de service aux citoyens parce que vous avez des populations qui sont différentes, etc. Donc, la question du besoin est fondamentale qui amène par la suite à un questionnement sur la technologie ou la manière dont on pourra gérer la donnée. Mais encore aussi, faut-il que pour l'employé au quotidien, ça lui apporte du sens dans son travail, qu'il voit une valeur ajoutée à la réalisation de son travail et que ça ne soit pas perçu comme un fardeau supplémentaire dans sa tâche. Et donc, il faut aussi intégrer cet élément de transfert de connaissances et de compréhension, à la fois la complexité de la gestion, mais aussi la compréhension du besoin du citoyen. Bah oui, ça paraît évident, mais il faut effectivement que ça puisse se traduire dans les faits. Chloé-Anne, peut-être peut-on rappeler que cette inégalité d'accès aux ressources peut avoir des conséquences sur les projets structurants des villes. Est-ce qu'il y a des outils, des programmes qui permettent justement d'en démocratiser l'accès? Bien, tout à fait. Je pense que c'est important de mentionner que qu'on soit une municipalité, une entreprise, une PME là, qui veut se lancer dans un projet, bien, il y a des ressources, en fait, que ce soit en IA ou en gestion de données. On a des programmes. On a même des invités qui sont là, des représentants d'IVEO ou de Prompt encore, là, des programmes qui permettent d'accélérer, d'engager ce pas-là, de faire la transition. Avec IVEO, là, on peut, par exemple, penser au maillage entre les besoins des villes et les PME qui ont des solutions. Avec Prompt, on peut obtenir du financement pour un projet, puis mobiliser des talents aussi, parce que ça permet de créer de l'emploi, donc des talents qui pourraient nous aider justement à mener à bien cette mission-là. Donc on a des ressources, c'est ça qu'on peut dire aussi. Il faut chercher, mais il y en a. Il faut chercher. Ben justement, on évoquait, et Chloé-Anne, tu mettais le doigt dessus, on a des gens avec nous dans le public et des experts qui pourraient témoigner de cela. Pauline, on aimerait entendre peut-être certains d'entre eux. Est-ce que tu es à côté d'une personne qui pourrait réagir et peut-être... Tout à fait, je suis à côté. Alors voilà, à côté de qui? Bonjour, je m'appelle Primaël Marisseau de Nom, je suis chez IVEO, en charge de notre initiative en laboratoire urbain. Alors IVEO, justement, on l'évoquait à l'instant, le maillage, le fameux maillage, quand on parle de créer des projets finalement un peu prototypes autour justement de ce qui peut se passer sur la complexité de certaines infrastructures dans les villes, est-ce que ça c'est quelque chose que vous pourriez mettre en pratique ou que vous faites déjà et expliquez-nous comment, si c'est le cas. Alors, je viens d'évoquer notre initiative en laboratoire urbain, c'est exactement ce que nous faisons. Nous avons 9 villes de notre réseau qui se prêtent au jeu, qui acceptent de devenir des laboratoires vivants, notamment en cybersécurité également. Et l'objectif, c'est de voir avec eux quels sont leurs enjeux, leurs besoins, leurs complexités et d'utiliser notre réseau de partenaires en entreprise et en solutions pour leur apporter des solutions qu'on peut tester chez eux de manière à voir ce qui fonctionne moins bien et en apprendre pour le bénéfice de tout le monde dans notre écosystème et même au-delà pour les autres municipalités du Québec. On parle aussi de financement. Moi, j'aimerais peut-être entendre si c'est possible. Merci beaucoup d'avoir témoigné de ce laboratoire. Les financeurs, tiens, on a Prompt avec nous. Antoine, tiens, voilà, là, il est derrière. Voilà, Antoine Auger. Justement, est-ce que vous Prompt, vous offrez des programmes de financement aux municipalités ou est-ce que vous avez des dispositifs qui pourraient s'y adapter? Absolument. Ce qu'il faut savoir, c'est donc nous finançons l'innovation dans le domaine technologique et les municipalités, comme milieu preneur, peuvent bénéficier de ces programmes-là. Donc directement, le financement va aux entreprises qui vont travailler avec les municipalités pour régler leurs type de problématiques ou trouver des solutions à des problématiques, que ce soit dans le domaine de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle et ou autres.
Donc, nous sommes là pour les aider. Donc, ce qu'il faut se rappeler au Québec, là, il y a quand même beaucoup de programmes qui existent. Il y a beaucoup d'organisations aussi qui offrent du financement disponible et dont les municipalités peuvent bénéficier. Et donc, nous encourageons, nous, les entreprises, à travailler avec ces municipalités comme milieu preneur pour s'assurer justement que les projets vont avoir un impact sociétal réel. Merci beaucoup Antoine. Peut-être une autre réaction, un autre commentaire, une autre question sur l'idée donc de simplifier justement la gestion. Est-ce qu'on a peut-être des solutions qui simplifient déjà, qui aident à simplifier? Est-ce qu'on a... Il est caché. Il est caché. Oh, je vais le décacher moi. Bon. Alors justement, simplifier. De quelle manière vous permettez de simplifier cette gestion? Bien, écoute, dans le fond, par la philosophie d'emmener une façon différente d'aborder la cybersécurité en simplifiant les accès, en ramenant les entrées complexes, en les simplifiant, les ramener à des entrées communes. On a une plateforme qui va être beaucoup plus simple à appliquer, donc moins de possibilités de se tromper ou de ne pas se parler entre départements différents. C'est effectivement une manière de simplifier. Merci beaucoup pour ce témoignage qui n'était pas forcé, hein, qui était vraiment spontané. Merci. Merci beaucoup. Elsa, passons à la deuxième solution proposée par les experts de votre atelier pour rendre nos villes plus intelligentes et donc censé répondre à l'autre enjeu qui avait été soulevé en première partie. On le rappelle, l'inaptitude des organisations pour le changement, le manque de connaissances, d'expertise. Alors, quelle solution pour ça? Alors la solution, c'est une solution très très collée à la culture québécoise, très tissée serrée. C'est d'aller finalement créer des capsules de vulgarisation en s'appuyant sur nos humoristes. Et donc la prochaine session de ces séances sera une séance pour créer des vidéos. D'accord. Puisque, je blague à part, mais très sérieusement, le point était de dire finalement, si on veut amener des gens à sortir de leur préconception sur la donnée, eh bien il faut de la convivialité, il faut donner envie. Il faut rendre ce sujet-là agréable, intéressant. Et quoi de mieux, finalement, que d'aller chercher des partenaires qui sont des partenaires naturels de des ambassadeurs, finalement. Exactement. Ouais. Et voilà. C'est intéressant parce qu'effectivement, et François William, j'aimerais vous entendre là-dessus, parce qu'on a souvent tendance à montrer cette problématique des données comme un espèce de monstre froid, très technique, très, très ardu, très complexe. Finalement, on se rend compte que ça rejoint toutes nos problématiques les plus quotidiennes, les plus usuelles. Cette manière de le rendre plus convivial, c'est le mot, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait justement permettre de démystifier en quelque sorte cette problématique-là? C'est un élément important, autant pour le citoyen que pour le travailleur, le professionnel. Je me rappelle, à la Ville de Montréal, il y a quelques années, le portail des données ouvertes. Si on n'était pas un geek informatique, c'était impossible. Et d'ailleurs, on le voyait sur le nombre de personnes qui visitaient le portail. C'était... Ceux qui s'étaient perdus, quoi, finalement. Ou presque, mais surtout les TI de la ville eux-mêmes. Ah oui. Et un de nos collègues élus qui était un geek, qui était le premier usager du portail. On ne le nommera pas. Non, Sylvain, bonjour. On s'est rendu compte qu'il y avait un problème majeur d'utilisation, de pertinence, tout simplement parce que c'était impossible d'utiliser le portail de données ouvertes. On devait télécharger le document, avoir un logiciel pour générer, alors que si on a quelque chose de plus convivial. Et donc, je m'imagine très bien des capsules humoristiques qui auraient mis en scène des employés ou des citoyens qui auraient tenté de comprendre les données ouvertes du portail pour illustrer à quel point c'était impossible de travailler avec ça. Ça aurait été en effet quelque chose d'extraordinaire pour peut-être faire la transformation beaucoup plus rapidement et amener vers une solution qui actuellement existe, qui fait en sorte qu'on fait juste cliquer sur un bouton et la visualisation se fait automatiquement avec une requête toute simple. Et donc, ça, juste un élément de simplification, vient faire en sorte que, même pour les journalistes qui avaient envie d'avoir de l'information, et maintenant, c'est rapide, c'est un clic, on a l'information. Donc, oui, travailler sur des moyens
de conscientisation, de simplification, c'est une très bonne solution. Donc simplifier et donc vulgariser, c'est la deuxième solution à travers cette série de capsules. Chloé-Anne, toi tu prends le problème autrement, si j'ose dire, en te demandant comment l'IA et donc les données peuvent pallier un manque de ressources et d'expertise. Explique-nous ça. Ben oui, c'est-à-dire qu'au lieu de dire qu'on n'a pas assez d'expertise interne pour lancer un projet comme ça, un projet d'IA, il faut se dire qu'est-ce que l'IA peut nous apporter justement pour économiser du temps ou pallier là où on n'a pas de ressources. Donc, si on prend l'exemple, par exemple, de jumeaux numériques, imaginez pouvoir cartographier votre ville, tout ce qui est patrimoine naturel, tout ce qui est réseau routier, les routes, pour la réfection des routes, en fait, voir qu'est-ce qui va pas avec une IA qui est capable de reconnaître tout ça, un système de drones et avoir vraiment un jumeau numérique de votre ville en carte. Ça permettrait quand même de faire beaucoup de choses que les données nous permettent pas à ce stade-ci parce qu'elles sont difficiles à accumuler. Donc, l'inventaire de nos arbres remarquables, toutes sortes de choses qui se font notamment à Sainte-Julie ou encore quand on va un peu plus loin en Australie, en Angleterre, on arrive à recenser les passants, si c'est plus des cyclistes qui fréquentent certaines routes ou des automobilistes. Ça permet évidemment d'orienter les décisions de manière plus intelligente et éclairée. Et là, ça pose aussi la question, parce qu'effectivement, il faut vulgariser, simplifier, mais il faut aussi peut-être, et c'était l'objet beaucoup des discussions de cette première partie, accompagner les villes qui sont en première ligne face à un grand nombre de défis actuels. On pense évidemment aux défis des changements climatiques. Elles sont confrontées à cela. On parlait d'inondations, on parle de feu. Il y a aussi la question de l'étalement urbain. Il y a la question de l'accès à certaines ressources aussi naturelles. La question de l'accès de la protection du patrimoine. Bref, beaucoup d'enjeux auxquels on soumet les villes, les municipalités à une obligation de résultat. Là, ça semble dire justement, n'oubliez pas qu'il y a des outils à votre disposition, des outils intelligents pour vous rendre la vie beaucoup plus facile. Ça, c'est un message peut-être qu'on peut faire passer. Je ne sais pas si vous partagez ce point de vue-là. François-William, est-ce que... Oui, tout à fait. Et un des éléments qui est important, lorsqu'on parlait de définir nos besoins, bien, souvent, c'est une question de priorisation aussi. On ne peut pas tout faire en même temps et entièrement générer de la donnée ou numériser l'entièreté de nos services. Et donc, il faut prioriser. Et là, lorsqu'on a un accompagnement de scientifiques, de chercheurs, et surtout au Québec, on a un réseau d'universités partout qui permet d'avoir accès à des chercheurs qui sont spécialisés sur les domaines qui concerne la région où est située notre ville. Et donc, on a un accès extraordinaire à des personnes qui peuvent nous accompagner et nous donner cet espace de planification que les villes n'ont pas. Parce que les villes ont des services aux citoyens à s'occuper, à générer, et ils n'ont pas le temps de faire cette planification-là et donc se retrouvent dans la situation souvent de vulnérabilité et d'avoir un accompagnement de ces chercheurs, de ces spécialistes. Ça permettrait de transformer justement ce qui peut devenir une problématique en une opportunité. Pauline, est-ce qu'on a peut-être des réactions, des commentaires dans le public? Tac. Bonjour, alors moi un petit témoignage et peut-être une petite question, une orientation. On a parlé de simplification, on a parlé de vulgarisation, on a également parlé de l'utilisation de la technologie. Je voudrais simplement apporter un petit témoignage parce que nous travaillons déjà avec IVEO. Donc nous travaillons aujourd'hui avec IVEO sur le domaine de l'eau. Donc un enjeu climatique, c'est important. On a donné l'exemple des piscines. Les piscines, il faut de l'eau dedans. Aujourd'hui, le Québec a la chance d'avoir 20% de la réserve mondiale de l'eau. Demain, ça sera peut-être une question et un enjeu. Aujourd'hui, il y a des crues, mais il y a des régions qui manquent d'eau. Donc, c'est notre responsabilité d'attirer un petit peu cette action-là. Et avec AquaAction, qui est une entreprise, enfin une donc organisation... ça, c'est le nous, hein, AquaAction, hein, c'est ça. C'est le nous, pardon. AquaAction, c'est le nous, une organisation à laquelle j'ai la chance de contribuer. On essaye de préserver l'eau. Et pour parler de façon très concrète, comment la technologie peut nous aider, justement, on fait, grâce à IVEO,
un maillage des municipalités avec des entreprises aujourd'hui québécoises qui ont des solutions technologiques. Donc, ce que vous amenez sur le terrain, et c'est très intéressant, c'est peut-être aussi de parler des grandes thématiques. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, on parlait tout à l'heure de projets pilotes dans la solution, de choses très concrètes, très pratico-pratiques. Là, on semble nous dire aussi, il y a des grandes thématiques, des grands enjeux auxquels les villes sont confrontées. C'est peut-être une autre manière d'approcher l'enjeu, la il y a un problématique point qui a été souligné pendant la session de travail de solutions de cet après-midi, qui était de se dire, et si on prenait notamment des enjeux de données qui ne sont pas des enjeux historiques, qui sont des enjeux actuels. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de freins, on va moins penser à « oui, mais avant, je faisais comme ça ». Donc, c'est intéressant d'aller plutôt vers soit des éléments très actuels, soit des éléments même de prospective. Qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans ? Et sur ces projets-là, de travailler la gouvernance des données, de travailler la simplification, la cybersécurité. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas ces biais, on n'a pas ces « ah oui, mais moi, j'ai mon fichier. Ah oui, mais moi, j'ai ma décision, ma loi. » Parce que c'est plus mobilisateur, effectivement, de travailler ensemble sur des grands défis communs, et j'ai presque envie de dire des grands risques, que de commencer à vouloir essayer de définir un peu ce qui est notre ou précarité. de voir un historique très lourd. Là encore, il faut vulgariser, simplifier. Est-ce que c'est plus facile de le faire quand on se projette que de se dire « ah, il faut qu'on reprenne toute notre histoire ». Qui veut réagir On a une petite réaction là-bas, au fond. Merci. Merci beaucoup. En fait, je trouve ça fascinant. J'entends ici la simplification. On va rapprocher juste un petit peu le micro. Voilà, oui, c'est mieux de vous entendre. On parle de simplification de données pour essayer de créer une meilleure hygiène en ligne, pour une meilleure cybersécurité. On parle ici de cartographie des villes. Ce que je suis curieux de savoir, c'est à l'intérieur de ce que vous avez discuté aujourd'hui, est-ce qu'il y avait une place pour l'identité numérique, pour la décentralisation de la donnée? Parce que ce que j'entends ici, le problème numéro 1, c'est la centralisation grandissante des données que nous avons, là, que ce soit dans les municipalités ou que ce soit, une cartographie de la ville de Montréal, comme on parle ici, ça va générer une donnée incroyable qui va être sur quoi? 2, 3 serveurs peut-être? Tandis qu'avec l'identité numérique, on commence à parler d'une solution qui décentralise la donnée, la sécurise. Et je suis désolé pour tous ceux ici qui font de la cybersécurité, mais qui fait qu'on ne nécessite pas nécessairement une solution de cybersécurité la minute qu'on décentralise nos données. Donc, je suis juste curieux de savoir si ça a été quelque chose qui a été discuté. La fameuse identité numérique, là, on parle au niveau de l'individu, à l'échelle de l'individu, ou est-ce qu'on... Ouais, on fait les deux, parce qu'on peut en parler à l'échelle de l'individu, mais on peut aussi commencer à en parler à l'échelle des choses. Oui. Que ça soit pour de la logistique, pour être capable de... on parlait d'arbres et puis de tracer l'historique, par exemple, de certaines maladies qui pourraient y faire partie, etc., etc. C'est quelque chose qu'on peut faire aussi à ce niveau-là. Donc, pour ne pas simplifier la vie à personne, je dirais les deux. Alors... je pense que puis ça, c'est un bon point. Puis Elsa, on en parlait aussi au niveau... la participation citoyenne. Dans l'atelier, je pense que c'était quelque chose d'important. Puis on ne l'a pas tellement évoqué, mais jusqu'où on pourrait peut-être contribuer en ce sens-là, parce qu'on va avoir besoin de la population, de données, justement, pour générer ça, avoir des identités numériques. On sait que c'est assez tabou au niveau des lois, avec la loi 25, tout ce qui se met en place. Mais comment on exploite ça? Parce qu'on a beaucoup de possibilités avec l'identité numérique, mais encore faut-il avoir engagé le pas de l'acceptation, de l'acceptabilité sociale. On en est où avec ça? C'est vrai, on peut se tourner vers les invités, nos invités qui sont experts là-dedans. S'il y a une réaction, sinon on pourra voilà, c'est bien, vous l'avez envoyé. Elsa, une petite réaction par rapport à ça, non? Deux choses. D'abord, il y a quand même des cas au Québec d'identité numérique. La ville de Montréal en a créé une. On peut accéder à son 311 en tant que citoyen de Montréal sans difficulté. Donc, on a des premiers projets. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, dans la journée piscine qu'on évoquait, il y avait la question d'avoir la présence des citoyens pour dire oui, mais si on doit caractériser le sens d'avoir des données, ça vient aussi du point de vue des citoyens. Simplifier veut dire, oui, mais simplifier l'accès pour les citoyens, évidemment, et l'identité en fait partie. En mobilité, il y a beaucoup ça en ce moment. On voit beaucoup ces sujets-là parce qu'on ne va pas ressaisir son identité plusieurs fois. Donc, il y a beaucoup de projets pilotes qui émergent de ce point de vue-là. Je laisse la parole. Non, je pense que ça va dans le droit fil, François William. Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant par rapport à... Je rebondis sur la question de l'identité numérique à Montréal. Ce qu'il faut rappeler, c'est que ça a été créé en mode UX, donc en mode utilisateur. Donc, toute l'approche qui a été créée, c'est de comprendre quel était le besoin de l'utilisateur du site. Et je me rappelle très bien de voir certains de mes collègues, que cette fois-ci, je ne nommerai pas... C'est un gentil garçon, hein, se plaindre que
leurs priorités politiques à eux n'étaient pas mis en priorité sur le site Internet, alors que le site était là pas pour répondre sur leurs priorités, mais répondre aux besoins des gens qui se rendaient sur le site Internet. Alors, c'est vrai, on parlait tantôt d'expérience, de se mettre à la place. C'est exactement ce qui s'est fait et ça fonctionne bien. Bon, après, vous nous donnerez des noms quand même. Là, vous avez teasé en bon français. Merci pour cette première axe de réflexion. Deuxième axe de réflexion qui était abordé dans cette journée consacrée donc à la gestion des données municipales. Comment mieux protéger ces données numériques pour rendre les villes plus résilientes face aux attaques dont elles sont victimes? Bertrand Milot, un premier enjeu prioritaire avait été posé en première partie d'émission, je le rappelle, avoir une cartographie des données personnelles, être capable de protéger la donnée et surtout sensibiliser les utilisateurs. Alors, quelle solution a été proposée par vos experts dans la salle? Bradley Rollins. Alors tout à fait, en début de journée, on a mis nos experts un petit peu en jeu en leur donnant la place des cybercriminels. Donc ils ont dû se projeter comme des cybercriminels pour réussir à savoir qu'est-ce qui intéresse les cybercriminels dans nos villes. Vous avez fait ça, vous? Et oui, un peu de gamification ne fait pas de mal. Et en jouant un petit peu ce rôle de cybercriminel, on a pu identifier que la complexité des données personnelles, des acteurs de la ville, des tierces, rend la cartographie de ces données extrêmement complexe. Et pour répondre à ça, on s'est dit, OK, dans ce cas-là, en tant que citoyen, qu'est-ce qui intéresse? Est-ce que ça intéresse vraiment les citoyens de savoir que la ville est sécuritaire? Ultimement, oui, mais est-ce que ça passe avant ou après les nids de poules? Ça passe après. Ça passe après, sauf dans le cas d'une cyberattaque. Et donc, naturellement, ce qui s'est passé, c'est que il y avait un besoin de transparence qui devait être fait pour la ville sur quelles sont les données collectées. Est-ce que moi, en tant que citoyen, j'ai une vue sur est-ce que la ville ne fait pas de boulimie de données? Est-ce qu'elle ne collecte Comment pas elle trop? utilise aussi Exactement. mes données? Et donc, donner accès à cette information-là aux citoyens, à cette transparence, était nécessaire. Et pour ça, journée pilote, projet pilote avec des tierces, pour mettre tout le monde autour de la table, les tiers actuels de la ville, des tiers en cybersécurité, partenariat public-privé pour réussir, financer bien sûr, grâce à des solutions comme Prompt, pour réussir à faire ces projets communs et de recettes, quelle que soit la taille de la municipalité. Ça, c'est donc la solution. On la résume, regrouper donc les tiers, les municipalités dans des partenariats publics-privés, faire collaborer les municipalités entre elles donc sur des projets pilote. Et là, je retiens aussi l'idée de complexité. C'est ce qui ressort beaucoup à tous les niveaux. Mais là, j'aimerais juste vous entendre, François William, sur cette solution donc, de regroupement. On ne peut pas être contre la vertu, mais j'aimerais vous entendre là-dessus. Les cas d'usage sont très intéressants pour trouver des solutions qui parfois sont très simples et de faire travailler ensemble à la fois les citoyens, les parties prenantes et les professionnels de la ville. C'est hyper favorable pour justement mieux se comprendre et ouvrir la voie à des solutions nouvelles. Souvent, on parle de sortir de la boîte. On parle souvent de cette expression. Comment sortir de la boîte au lieu de répéter toujours les mêmes pratiques parce qu'on est habitué. Et à la ville, une des choses qui est intéressante, c'est que on a des professionnels qui n'ont pas le temps de planifier. Il faut se donner le temps de le faire. De répéter toujours les mêmes pratiques, on ne sort pas de la boîte et on ne trouve pas de nouvelles façons. Par contre, il faut juste se rappeler que l'encadrement des innovations dans les villes fait en sorte que le système d'approvisionnement peut être un frein à ces techniques. Donc, par exemple, si on travaille avec des parties prenantes, des entreprises, pour tester des idées, trouver des solutions, l'entreprise qui participe à ce service, elle conserve des données, elle a donc généré de la donnée. Si cette donnée n'est pas disponible à l'ensemble de la collectivité, ne pourra pas participer à l'appel d'offres public qui suivra l'expérimentation. Alors donc, il y a une problématique en termes d'innovation. Le système d'approvisionnement au Québec est un système archaïque qui a besoin d'être vu pour permettre justement d'intégrer des innovations technologiques, entre autres des PME québécoises qui ont des solutions et qui ne peuvent pas participer à ces appels d'offres et travailler sur des innovations.
c'est un gros chantier qui aurait besoin d'être réalisé. C'est un bon point que vous soulevez, François-William. Puis il y a peut-être aussi la notion, dans ce que vous évoquez, dans cette solution-là, là, de regrouper les tiers et les municipalités, un peu de contrer aussi cette idée, surtout en matière de sécurité, c'est toujours un peu l'autre qui est responsable, c'est toujours dans la cour de l'autre. Est-ce que c'est pas aussi ça auquel on est confronté et qu'il faut que l'on combatte d'une certaine manière, cette notion de, finalement, c'est pas moi qui suis responsable. Bertrand. L'imputabilité de la donnée était un gros enjeu aujourd'hui et être capable de transférer complètement la responsabilité de la donnée à des tierces, bah non, c'est pas possible. Ultimement, quand le citoyen confie ses données à la ville, c'est la ville qui reste premièrement imputable. Et ensuite, effectivement, même si elle utilise une solution technologique tierce, bah, l'imputabilité et la responsabilité restent à la ville, malgré un transfert partiel. Et c'est pour ça que la simulation de brèche doit arriver avec plusieurs personnes à la table. En impliquant tout le monde. Impliquer tout le monde pour être capable justement de voir ces rôles et responsabilités aussi bien à l'interne de la municipalité que chez ses partenaires. Chloé-Anne, est-ce qu'il y a des ressources qui sont disponibles pour sensibiliser justement les utilisateurs, détecter les menaces? Parce que là, on veut être aussi assez proactif, on veut aider les municipalités. Il y a toujours des ressources. Après, on se dit tout le temps, est-ce que ça en vaut la peine? Ça va nous coûter? On doit justifier ça au niveau du budget. Puis après, on fait partie des municipalités qui sont attaquées, qui ont énormément de coûts après par rapport à ça. Donc, sur le long terme, je pense que ça vaut la peine d'investir au moins dans de la formation à l'interne pour les employés. Quand on a vu que 95% des attaques, c'était dû à des erreurs humaines. Donc, on ouvre un courriel, puis oups, on a infecté tout le système, ou des fois on est en télétravail, puis on n'a pas sécurisé notre réseau. L'idée, c'est d'avoir aussi des outils. On a Verif AI qui permet, avec des logiciels par exemple, de détecter la menace à la source, c'est-à-dire que le logiciel peut détecter dans le courriel s'il est frauduleux avec des indices qu'on n'aurait peut-être pas vus, qui nous auraient échappé à l'œil humain. Donc... Mais alors, merci Chloé-Anne. Là, ce que je comprends quand même, et Bertrand, dites-moi si je me trompe, c'est que là, on pose la question sur le principe de l'outil technologique. De ce que je saisis dans ce que vous dites, c'est le facteur humain aussi qui est essentiel. Oui, la technologie, oui, l'IT, oui, toutes les... Mais ce qui pose d'abord et avant tout la clé du succès, c'est regrouper tout ce beau monde autour de la table et que tout le monde prenne conscience de sa part dans... Est-ce que c'est là-dessus aussi qu'il faut peut-être axer? On parle trop d'IT, on parle trop de technologie, pas assez d'humain dans l'interface chaise-clavier, comme on dit. Ouais. Donc, l'interface entre la chaise et le clavier, c'est l'humain. Et le Covid n'a pas aidé. Beaucoup de municipalités qui étaient en manque de ressources ont été obligées d'aller se servir dans les ressources personnelles, les ordinateurs des employés, pour être capable de gérer l'urgence du Covid. Et une partie de ces habitudes-là vont rester. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir rehausser le niveau de sécurité en mettant ces gens à la table, ces écosystèmes à la table et en les rendant conscients de la situation, de cette diversification, dispersion de données. Quand on pense à une seule donnée, on se rend compte qu'on l'a 15 fois dans l'organisation, sur l'ordinateur local de l'employé, 25 fois dans ses emails, etc. Et donc, si on parle de formation, d'outils de formation, si on comprend bien, c'est de la formation aussi bien au personnel donc, des municipalités, personnel municipal, mais qui implique aussi donc, les fournisseurs des municipalités. C'est bien ce qu'on comprend dans ce que vous mettez en évidence. Exactement. Et la simulation de crise. Qui veut répondre à un commentaire, une question? Alors, on a la chance d'avoir quelques représentants de municipalités. On peut peut-être leur donner la parole. Tiens, voilà, des villes. Voilà, qu'elles témoignent. Alors, merci la ville beaucoup. de Dorval. Oui, mon nom est Georges Lucien Todoran. Je suis le directeur des services administratifs et trésoriers à la cité de Dorval. Alors, comme vous l'avez mentionné plus tôt, c'était une rencontre vraiment intéressante. Nous, comme ville, parfois, on n'a pas toutes les ressources nécessaires, mais ici, on a rencontré l'expertise des Point, des gens qui sont capables de fournir des solutions, qui sont capables de nous fournir des idées, qui sont capables de nous fournir des services pour mieux répondre aux attaques informatiques et pour mieux gérer les données des citoyens. Merci pour ce point. Un autre commentaire, voilà, ici.
Alors, pour faire du pouce et réagir aux propos de M. Croteau tout à l'heure sur l'interface que nous faisons avec les municipalités, l'approche que nous privilégions beaucoup est celle des projets pilotes, car effectivement, je conviens parfaitement que la question de l'approvisionnement peut être extrêmement complexe, et donc la manière d'apporter l'innovation, de mettre en œuvre, de mettre à l'épreuve la technologie, nous, on aime bien la parenthèse du projet pilote dans la mesure où ça nous permet un petit carré de sable pour l'expérimentation avant effectivement de se retrouver face au Goliath de l'approvisionnement, mais au moins ça nous permet un accès à la preuve de concept, à la démonstration, de manière à démontrer que l'innovation existe, qu'elle est possible, et qu'après ça, il n'en tient qu'aux municipalités de se donner les outils administratifs pour aller la chercher. Donc, la fameuse volonté, il faut de la volonté en plus d'avoir les outils. Merci de cette précision-là. Bertrand Milot, un autre enjeu concernant la sécurité des données des villes a été soulevé en première partie d'émission. Mieux identifier les accès aux données internes, externes. Là encore, quelles solutions concrètes votre atelier a fait émerger ? Donc, en faisant écho aux 15 mesures essentielles, aux 15 exigences émises par le gouvernement du Québec, qui sont des exigences minimales, eh bien, on a pu justement se dire, OK, comment on les adresse ? Est-ce qu'on peut établir des recettes pour ces 15 exigences? Est-ce qu'on peut établir des modèles pour réussir à les appliquer au sein des municipalités? Évidemment, c'est trop compliqué de pouvoir se dire une petite municipalité va répondre exactement de la même manière qu'une grande municipalité à ces 15 exigences. Donc, l'établissement de recettes, des cas d'école, littéralement, et puis des manières de contourner certaines de ces recettes pour les couvrir d'une autre manière ont été la réponse de notre équipe. Alors, si je comprends bien, Bertrand, en fait, ces 15 recettes, on rappelle, donc c'est le ministère de la Cybersécurité du Québec et du numérique donc du Québec qui les a posées. C'est des exigences qui visent donc l'information, la sécurité de l'information pour tous les organismes. Ces exigences-là, de ce que je comprends, elles sont difficiles à mettre en œuvre, elles nécessitent peut-être d'être mieux identifiées. Est-ce qu'elles font intervenir, là encore, la gestion de la donnée? Expliquez-nous un petit peu plus en détail, s'il vous plaît. Malheureusement, la cartographie des données, qui est un premier échelon de l'escalier pour réussir à appliquer ces exigences correctement, n'en font pas partie. Et ça a été clairement identifié dans cet après-midi. Et ça paraît fou, hein, sincèrement. Ça paraît quand même fou que la cartographie ne soit pas impliquée. Je le dis comme ça. Et donc, naturellement, la cartographie est arrivée comme l'exercice premier à faire avec, comme on l'a dit, tous les partenaires autour de la table, mais aussi le fait de pouvoir justement avoir au sein de chacune des unités d'une municipalité, chaque unité qui se demande comment on applique ces exigences. Et là encore, on fait réintervenir des recettes, des projets pilotes pour montrer des cas d'école, des critères de succès qui ont fonctionné. Je vois François William qui opine du chef audité sur les 15 principes minimums pour se conformer donc aux exigences du ministère de la Cybersécurité et du numérique du Québec. Ça vous plaît comme solution, visiblement, François William? Oui, mais encore une fois, on parlait de ressources. La complexité du Québec, c'est qu'on a des villes de différentes tailles, de différentes capacités. On a aussi une complexité au point de vue des systèmes informatiques dans les villes. On a des villes qui ont des systèmes tellement différents que toute la question de l'authentification et de la validation de l'accès au système informatique peut être très variée. Imaginez, je me rappelle à une époque où les employés de la Ville de Montréal avaient 10 mots de passe différents à gérer et à renouveler aux 3 mois pour l'accès aux différents types de plateformes, et d'amener ça à une seule identification qui permet d'avoir accès à l'ensemble des systèmes. Ça prend beaucoup de ressources. L'autre problème, c'est que, vous l'avez évoqué, le gouvernement du Québec a essentiellement exclut les municipalités de son encadrement au point de vue des données et de la gestion de la transformation numérique, contrairement à l'Europe avec le RGPD qui a donné énormément, oui, de pression sur les villes, mais des pouvoirs et des capacités à pouvoir se transformer, ce qui aujourd'hui fait en sorte que il y a à peine 6 ans, les villes françaises qui tiraient de l'arrière sur certaines villes québécoises, aujourd'hui, ont plusieurs pas en avant grâce à un encadrement et un support étatique qui
permet d'appuyer les municipalités correctement, ce qui n'est pas le cas au Ouais. Québec. Ce que vous dites en fait, François William, dites-moi si je me trompe, c'est en gros, les exigences ministérielles sont décorrélées de la réalité des villes, c'est bien ça que on doit comprendre? Tout à fait. On connaît mal la complexité de la gestion informatique, de la transformation des données dans les villes, le nombre de données que nous avons gérées, les services aux citoyens qui doivent être générés et même pratiqués par les systèmes informatiques, ce qui fait en sorte qu'au quotidien, cette réalité, cette complexité de la gestion des villes n'est absolument pas pris en compte et l'encadrement législatif ne répond pas à ces besoins, est très, très loin de la réalité, ce qui n'est pas été le cas, donc, comme je l'expliquais, en Europe, avec le RGPD, qui est d'ailleurs dans l'étude qu'on a réalisée récemment grâce au Fonds de recherche du Québec, c'est l'écart sur la littératie numérique et l'avancement des villes en matière de gouvernance des données. C'est carrément cet encadrement législatif qui fait la grosse différence entre les villes françaises et les villes québécoises aujourd'hui. Et avant de donner la parole au public, parce que je sais qu'on est pris à la montre, mais je veux juste bien comprendre. Cet audit, donc, est-ce que c'est une bonne idée sur le papier, mais difficile à mettre en œuvre dans la réalité? C'est une très bonne idée et ça permettrait, à la fin, de démontrer au gouvernement du Québec les lacunes législatives qui doivent être corrigées. Et je pense que, justement, l'UMQ devrait prendre ça en main et faire cette démonstration pour mettre le poids nécessaire pour que le gouvernement du Québec vienne corriger les lacunes. La preuve de concept, le moyen de pression, c'est très clair. On adhère, Bertrand? On adhère complètement. On adhère. Est-ce que derrière, on adhère, Pauline? Est-ce qu'on a une réaction? Moi, je pense qu'on a ici Michel Bourque, parce que je l'entendais faire Bah, il arrête pas de faire dans la tête. C'est gênant quand même. Ah oui, mais une phrase que tu disais, Michel, l'union fait la force. Puis je pense que tu as même des solutions chez Cyber Defense AI en lien avec ça pour les municipalités. En tout cas, si je me trompe pas. Alors voilà, le micro pour répondre. Et on va faire fort maintenant. Effectivement, je pense que la solution, c'est en groupe. La solution, c'est... Alors on va rapprocher le micro. Voilà, par-ci. Donc, ce qu'on parlait cet après-midi, c'est que la solution vient de nous. Elle vient de l'union des municipalités, les municipalités qui travaillent ensemble, mais aussi les créateurs au Québec. On a développé dans les 5 dernières années, je pense, un nombre suffisant, puis il y en a d'autres qui se joignent au groupe, d'entreprises qui sont capables de répondre aux 15 critères, aux 15 recettes que, justement, notre ami de chez Bradley parlait, que c'en est une entreprise. Il y a aussi des gens comme chez Secure Exchange qui ont des bonnes solutions. Nous, chez Cyberdéfense, on a des solutions, mais ensemble, on peut faire quelque chose de très bien au Québec et de solutionner une partie des problèmes des municipalités. Puis s'il manque des choses, on va les créer ensemble. Donc, c'est un peu comme ça, je le vois. Puis on a aussi la participation de Prompt qui est capable de nous subventionner. Ah ben non, il est sollicité, Prompt, ce soir. Il va falloir sortir les goussets, là. La réalité, c'est que le Québec a tout en main pour réussir. C'est pas plus compliqué que ça. C'est un petit peu comme ça que tout à l'heure, Chloé-Anne, c'est ça oui, je vais te faire confiance, oui, c'est ça. mais François William, tantôt, qui parlait, moi ce que j'aime, c'est qu'on parle de l'uniformisation. On donne des exemples, le RGPD, donc le règlement en Europe. Par contre, c'est ça, il y a toujours cet enjeu d'uniformiser parce qu'en Europe, souvent, je sais que la France disait, c'est un peu compliqué, on est indécis là, par rapport à nos règlements chez nous, il y a de la confusion parce que des fois, ça s'accorde pas. Puis c'est ça l'enjeu, c'est ce qu'on essaie de développer, que ce soit avec l'IA ou la technologie en général, d'avoir des règlements pour uniformiser tout ça puis qu'on sache s'enligner pour la suite. Et l'uniformisation, tout à l'heure, j'ai retenu aussi un des messages que vous envoyiez, Bertrand, dans le cadre de votre atelier. Attention à ne pas administrer les mêmes outils technologiques à toutes les municipalités. Ça rejoint ce que vous disiez aussi, François William. Attention à cette manière de voir généraliser un peu trop les problématiques. Un message à faire passer aussi aux villes. Oui, parce que je demande souvent aux prochaines victimes, parce qu'on va tous être victimes de la cybercriminalité à un moment donné. Merci, c'est fait plaisir à entendre. À cette heure. Oui, mais de penser et de se projeter dans un incident. Et puis, il faut penser que quand on se fait toucher justement par un cyberincident, la recette à mettre en place lors de la gestion d'incident doit être mise en place très, très rapidement, en quelques jours. Et donc, pour la simulation d'un cyberincident permet de préétablir un petit peu cette recette
entre guillemets magique qui va permettre de répondre à cet incident et de se relever de cet incident. L'enjeu, c'est que quand on arrive chez une victime, la victime, elle n'est pas prête. Elle perd des heures majeures et c'est comme ça que, en travaillant avec eux, en simulant, on va établir leur recette à eux très rapidement pour se relever d'une cyberattaque. Voilà, ça c'est la technique de Bertrand. Il nous fait peur et après il nous rassure. C'est comme ça fonctionne comme ça. Merci beaucoup Bertrand. On arrive donc au terme de cette deuxième partie et donc de cette journée exceptionnelle en mode solution ici à l'hôtel Montville de Montréal. Un petit mot peut-être d'ailleurs. Attends, Jonathan, il a déjà le micro. C'est le gars des vues qui était là-dessus. Jonathan, on rappelle, directeur général de Sessions Lab. Justement, toutes ces belles solutions qu'on vient d'évoquer là, est-ce qu'on va les tabletter ou est-ce qu'on va les mettre en pratique, on va les suivre de près? Philippe, de poser la question. D'abord et avant, merci à tous les participants, je trouve ça fantastique. Cette énergie, mais aussi et surtout ces solutions pratiques. Il a envie de pleurer, là, il a envie de pleurer, là, il est ému. Et puis oui, en fait, on va suivre avec nos partenaires de la Fabrique Agile, d'Iveo, avec nos amis de l'Institut en gouvernance numérique et quelques autres pour le premier volet, et puis ensuite pour tout le volet cybersécurité avec nos amis de chez Bradley Rollins, entre autres. On va monitorer ça pendant les 10 prochains mois et on va s'assurer d'actionner auprès des villes présentes, mais aussi de toutes celles et ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui, le fait qu'ils aient accès non seulement à cette information, mais aussi et surtout comment on peut travailler ensemble pour peut-être présenter tous ensemble une belle proposition à l'UMQ pour qu'ils s'en aillent après chercher les solutions, puisque j'entends que c'est la concertation et l'union qui feront la force. Donc merci à tous d'être présents et de participer avec nous à une meilleure littératie numérique du Québec, mais aussi et surtout à un meilleur outillage des organisations pour leur utilisation des données. Eh bien, on va suivre ça de près chez Sessions. Merci Jonathan. Un grand merci à nos partenaires sans qui cette expérience n'aurait pas été possible. Les fonds de recherche du Québec, Bradley Rollins et Sessions Le Lab. Un grand merci à toute l'équipe qui a préparé pendant des semaines ce rendez-vous. Et en particulier, un grand coup de chapeau à celui qui vient de parler, là, Jonathan Chodja. Il a été discret, mais c'est lui qui a été le maître d'œuvre de tout ça. Grand merci à lui. À la réalisation de cette émission, Julia Frati et Ntiche Doumbia, qui sont derrière là-bas en régie. À la technique, toute l'équipe de GTS qui font un travail de malade mental. Et à la coordination plateau, Tabata Sedano qui a travaillé aussi très fort et qui va me taper sur les doigts parce que j'ai dépassé l'heure. À la coordination logistique, Camille Guédamour. Merci à Jean-Cédric Alias et à toute l'équipe de l'Hôtel Montville. Merci à tous nos invités qui sont ici, qui peuvent s'applaudir parce que franchement, vous avez été bons cette journée. Et là, ils sont au soleil, c'est sympa, mais ils ont été bons, ils ont travaillé. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien. Au revoir.